Welcome, bienvenue à toi dans cette vidéo. On va voir ensemble dans les prochaines minutes, sans plus tarder, comment est-ce que je suis passé de la situation d'un freelance classique, d'une situation précaire, à celle d'une personne qui est considérée comme un partenaire stratégique, qui gagne souvent beaucoup plus que ses concurrents sans forcément être meilleur que techniquement, à arriver à signer des contrats à 10 000 € et ainsi de suite, qui arrive à encaisser de vrais montants et à de moins en moins avoir à se soucier de l'argent. Le tout sans bullshit, sans formule magique. Je pense qu'il y a suffisamment de vendeurs de tapis sur les réseaux aujourd'hui et c'est pas mon cas. L'objectif pour moi, c'est de faire en sorte que, avoir cliqué sur cette vidéo soit la meilleure décision que tu aies prise aujourd'hui. Donc on va voir ensemble sans plus tarder. J'ai mes notes en face de moi parce que l'objectif, c'est de pouvoir t'apporter le plus de valeur que possible et surtout de ne rien oublier. Donc on va voir ensemble, on va ouvrir, l'iPad via un petit plan. On va voir ensemble comment est-ce que les choses ont été mises en place de mon côté. Donc pendant des années, j'ai cru au plus gros mensonge du freelance qui est celui de: «Aie du talent, travaille dur et tu vas avoir des clients». Ce qui est complètement faux, et ce qui m'a mené finalement à une situation dans laquelle j'avais des retards de paiement, dans laquelle mes devis, mes contrats étaient constamment renégociés. Et évidemment, de la précarité puisqu'on a de cesse de se soucier de l'argent parce qu'on n'en gagne pas suffisamment, parce que les clients que l'on a ou pas d'ailleurs en face de nous ne comprennent pas ce que l'on est à même de leur apporter et parce qu'on finit en fait finalement, par se créer un sous-emploi, un deuxième emploi et on se retrouve coincé avec un tas de petits patrons, sans liberté réelle. Au départ, je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on se lance dans le freelance en tant qu'indépendant, consultant et ainsi de suite, c'est pour bénéficier d'une liberté temporelle, géographique, financière, ce à quoi, au final, on finit par ne pas avoir accès et on se retrouve dans l'impossibilité, je me suis retrouvé dans l'impossibilité de m'arrêter pour avoir une vie tout simplement ou pour pouvoir me former. Donc voilà, je suis sorti de ça et aujourd'hui, je suis bien content d'avoir mis en place un système avec une approche et des méthodes basées sur la science, l'itération et l'expérience que j'ai pu avoir en tant que freelance et en agence également. Donc l'objectif pour moi à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de me leurrer et j'ai compris qu'il fallait que je mette en place des systèmes et des leviers pour sortir du freelance, du modèle du freelance classique. Très important parce que je pense que, quand on a des ambitions qui nous dépassent, quand on veut construire quelque chose de gros, il faut évidemment du travail, je suis pas là pour mentir, mais il faut surtout des leviers parce qu'on ne se met pas à gagner 10, 20, 30, 50, 100 000 € simplement en travaillant dur, sinon ça se saurait et je pense qu'il y aurait beaucoup plus de personnes riches ou tout du moins aisées financièrement. Donc voilà, c'est une situation qui m'a permis, d'être considéré comme un partenaire à part entière, de gagner beaucoup plus que mes concurrents, mais aussi de bosser avec des marques et des clients dont beaucoup rêvent, comme Porsche, Fiat, Total Energy, Paris 2024, Canam et ainsi de suite que tu peux voir, juste là. C'est ma bannière LinkedIn. Donc voilà, ça m'a permis aussi d'arrêter de penser constamment à l'argent, de pouvoir dire non, d'avoir une vie et je reste convaincu que c'est pas inaccessible, qu'avec les bons systèmes, la bonne approche du travail, on peut, il y a beaucoup de personnes qui peuvent y parvenir. Ça n'a rien d'incroyable aujourd'hui de se faire un salaire de cadre ou de médecin en étant indépendant avec les bons systèmes. Si ça relève du mystère, on va voir au détail aujourd'hui, point par point. J'ai mes notes en face de moi, je te l'ai déjà dit. On va démystifier la chose ensemble, voir comment tu peux l'appliquer à toi, créer un système qui ne nécessite pas que tu te travestisses ou tout du moins que tu te réinventes. On ne fera pas de magie, rien de farfelu, de la psychologie, du contenu et du jus de cerveau. On va aller chercher des leviers qui font vraiment la différence. Donc comme je te le disais, je me suis retrouvé dans une situation à pouvoir percevoir, des montants comme tu peux les avoir sous les yeux, 5 513, 4 349, 10 735. J'ai reçu on est, le 9 janvier, ouh là, non, pardon, on est le 21 janvier et comme tu peux le voir, c'est un montant qui a été reçu, le 15 décembre et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je suis en face de personnes qui veulent travailler avec moi en fonction du ton. Il y a même des personnes qui n'ont pas le budget, qui me disent: «Voilà, ça c'est un message que j'ai reçu hier. Bonjour Mathis, hors budget, mais on doit débloquer des fonds d'ici mars, c'est OK pour toi? As-tu reçu mon mail?» Ou encore: «Salut Mathis, j'attends votre proposition selon, le même format que l'année passée». Ou d'autres clients qui sont beaucoup plus enthousiastes, un peu moins corporate et qui me disent: «Mathis, j'adore, magique, magnifique» et cetera. Donc j'avoue quand même qu'il y a aussi une notion de prendre du plaisir à ce que l'on fait et ça passe par le fait de gagner suffisamment. Sans plus tarder, la première étape, c'est celle d'espionner son marché, d'espionner les concurrents. C'est plus simple que d'observer son marché global. Quand on a une poignée de personnes à observer, quand on a la possibilité aussi d'observer ce qui se fait ailleurs pour être plus pertinent, pour aller chercher du détail, pour aller chercher, les deals des autres et les voler, il faut sortir évidemment de cette mentalité
du petit gentil. Quand on est, comment dirais-je, sur un marché, quand on a une notion, de performance économique sur le dos, il faut aller chercher les deals et il faut parfois se transformer en requin. Ça fait pas de vous des connards, ça fait pas de vous des bâtards, ça ne fait pas de vous de mauvaises personnes, mais c'est le jeu de la concurrence et il faut accepter de le jouer. Donc l'objectif, c'est de voler des deals aux plus gros que soi, mais aussi des deals aux personnes qui sont, comme toi-même. Donc ça va être d'autres consultants, d'autres freelances et ainsi de suite. L'idée, c'est de pas réinventer la roue, mais de proposer mieux et de se poser les questions clés, de pouvoir interroger le marché et de savoir qui paye déjà et combien. Savoir si tu fais pas erreur, savoir si tu es sur le bon marché, savoir quelle est la direction à prendre pour aller justement chercher ces leviers-là, aller chercher du revenu en plus. Donc, espionner le contenu et les points de contact, de ses concurrents, parce qu'évidemment le contenu ça se crée, mais le contenu ça s'analyse également. La cible numéro 1 pour des freelances, ça va être les agences, mais aussi les cabinets, fonction de la profession dans laquelle vous êtes, fonction de si vous êtes, des consultants, des experts ou autres, ça s'applique à une majorité de métiers individuels, qui ont souvent des structures de coûts lourdes, des équipes, des charges et qui mettent qui appliquent des marges tout simplement qui sont liées à la concurrence. Donc c'est l'opportunité pour vous d'être 10 à 20 moins cher, plus agile et plus agressif pour la simple et bonne raison qu'en fait, vous n'avez pas de salariés à payer à la fin du mois. Vous n'avez pas de marge à dégager parce que vous sous-traitez, vous êtes seul et vous n'avez pas toute cette machine, qui, comment dirais-je? Cette machine commerciale qui génère, de la demande, mais qui coûte aussi beaucoup d'argent aux agences, aux cabinets de consulting et ainsi de suite. Quand on est seul, on a la possibilité, d'être plus agressif, plus compétitif d'un point de vue tarifaire et de nouer, une relation de long cours et d'avoir un client fidèle, finalement d'obtenir un client fidèle qui rémunère bien. Donc ça peut paraître utopique d'aller se battre contre une agence, un cabinet, mais il y a de vraies failles, de vraies anomalies, à exploiter. Donc, il y a également les agences, les personnes qui sont plus grosses, mais il y a aussi, les indépendants, les consultants qui, comme vous, vos concurrents directs, les personnes comme vous qui ont déjà les clients que vous souhaitez avoir, qui ont pris la place que vous désirez, qui ont pris les parts de marché que vous désirez, qui ont des défauts récurrents. On va pas se mentir, une fois qu'on a une collaboration, il y a du relâchement à un moment ou à un autre. Il y a du relâchement sur la facturation parce qu'au début, en début de collaboration, on fait des promesses qu'on peut pas forcément, tenir sans facturer plus. Il y a des délais qui sont pas tenus et ainsi de suite. Il y a des failles assez récurrentes que vous êtes en mesure de voir chez vous, mais aussi chez les concurrents et qui font, qu'on a la possibilité de venir s'insérer et d'aller chercher justement, les faiblesses qui peuvent nous permettre de venir casser les collaborations et les remplacer. Donc l'idée globale, c'est d'identifier les interstices et les failles créées par ces erreurs et de s'insérer là où les concurrents deviennent fragiles. C'est très simple. L'idée, c'est d'aller, sur Paper, sur LinkedIn, sur Instagram, sur les discussions, sur le web, pour celles et ceux qui publient leur portfolio, sur les sites de vos agences, sur les sites de vos concurrents, de vos cabinets concurrents et cetera et ça vous permettra donc Paper, c'est l'équivalent de société.com, ça s'écrit P-A-2-P-E-R-S, donc c'est l'équivalent de société.com. Vous regardez et ça vous permet de savoir, quand est-ce que cette personne s'est lancée, quand est-ce qu'elle a ouvert sa boîte, son ancienneté. Pour celles et ceux qui le publient, de voir le chiffre d'affaires, combien est-ce qu'ils ont gagné l'année d'avant, l'année précédente, de savoir où est-ce qu'ils sont basés et cetera. Ce sont des informations clés qui permettent de voir comment se comporte le marché d'un point de vue économique. Le contenu, on en a parlé tout à l'heure, s'analyse, se produit évidemment, mais le contenu s'analyse également. Le fait d'analyser le contenu permet de s'améliorer et de produire mieux à son tour. Et ça crée justement un cercle vertueux. Donc on a souvent cet angle de produit, produit, produit du contenu, mais le contenu en lui-même est un asset qu'on peut analyser, dont on peut tirer beaucoup d'informations. Donc allez sur les LinkedIn, allez sur les Instagram, allez sur les forums, allez là où vos concurrents produisent du contenu, allez là où vos clients consomment pour voir qui like, pour voir qui va chercher les informations, qui commence à être en contact avec, comment dirais-je, les équipes commerciales, par exemple, d'une boîte et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Allez chercher les informations pour pouvoir vous dire: «OK, là, ces gens-là sont déjà intéressés par une offre, sont déjà intéressés par ce que mes concurrents proposent. J'ai la possibilité de me positionner dessus». Donc voilà, là où tes concurrents vont faire de la prospection par mail, galérer dans les DM de marques, créer du contenu à foison sans direction et cetera, toi, tu as juste à arriver, récupérer les bonnes informations, les personnes qui ont liké les posts, les personnes qui s'inscrivent au webinar, à identifier comment interagissent les commerciaux sur LinkedIn, les commerciaux de vos concurrents, le commerciaux des boîtes et ainsi de suite. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est être plus compétitif, plus sympa, étant donné qu'on n'a pas toute cette machinerie en amont qui coûte de l'argent.
OK? J'ai réussi à faire ça avec plusieurs marques et à chaque fois, on a réussi à voler des contrats stratégiques à des concurrents, qui faisaient parfois plusieurs fois notre taille et forcément, à partir de ce moment-là, le chiffre d'affaires s'envole. Juste attention aussi aux marchés et aux prestations que tu vises parce que si ton client travaille avec une agence, un cabinet et ainsi de suite, c'est aussi pour gagner du temps, n'avoir qu'un seul interlocuteur. Donc il y a des enjeux d'échelle, il y a des travaux auxquels une seule personne ne peut pas répondre. Il y a des travaux qu'on ne peut pas faire seul, donc il faut faire attention à pas aller au casse-pipe et à faire des promesses qu'on ne peut pas tenir. Avec ça en tête, c'est savoir aussi que être seul, en nombre réduit, c'est une force. On va pas se mentir, c'est une force pour la simple et bonne raison qu'être seul, c'est être agile, pouvoir être plus pertinent qu'une boîte. Pourquoi? Parce que tu es tout seul à devoir te mettre à jour. Donc ça veut dire que tu peux, comment dirais-je, maîtriser une stratégie, maîtriser une nouvelle technologie, parce que tu n'as pas toute l'inertie d'un cabinet, toute l'inertie d'une boîte, toute l'inertie d'une équipe. Tu as une vitesse d'actualisation qui est plus importante. Tu as la possibilité d'apporter une vision différente, une vision nouvelle, une vision actuelle. Bref, une espèce d'objet doré, le truc nouveau qui promet des résultats supérieurs. Parce que justement, tu es seul. Quand on est 10 dans une équipe, on a 10 personnes à mettre à jour. Quand on est tout seul, on fait sa mise à jour, on s'assoit devant son PC, on fait le taf, on se met à jour, et le lendemain, on est plus pertinent que ses concurrents. Donc être seul n'est pas toujours une faiblesse. Je reviens rapidement avec toi. On m'a imposé à des agences qui ont été contraintes de travailler avec moi parce que j'avais convaincu le client de la pertinence d'une collaboration avec moi, grâce au levier qu'on verra ensemble dans le second point. Via mon contenu, via mes approches, le client a choisi de m'imposer parce qu'il était convaincu que je ferais mieux sur ce segment-là. Il n'y a pas besoin de 50 clients, il y a besoin de personnes qui ont réellement compris, de quelques personnes qui ont réellement compris la valeur que tu seras en mesure de leur apporter. Attention aux monoclients, avoir un seul client qui vous fait 100%, 80% de votre chiffre d'affaires, c'est dangereux. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est que tu n'as pas besoin de 50 clients, tu as besoin de personnes convaincues de la valeur que tu es en mesure de leur apporter. Et espionner ton marché, c'est avoir accès aux informations en temps réel. Va regarder ce qui se fait sur ton marché. Va observer les marchés que tu vises, va observer les marchés dont tu peux t'inspirer. Comment est-ce que d'autres consultants, d'autres experts, aux États-Unis, en Espagne, en Pologne et ainsi de suite, ont résolu les problématiques que toi tu résous aujourd'hui. Va, comment dirais-je, faire une étude de précédent, va regarder ce qui s'est fait avant, précédemment, pour enrichir ta base de données, enrichir ton approche. Tu verras qu'en quelques jours, en quelques recherches, tu auras des arguments en plus pour venir convaincre ton client. Appuyer sur les douleurs qu'il a et réellement délivrer, solutionner ce qu'il a à te proposer. On poursuit, je retourne sur l'iPad. Je pense que tu as bien fait de regarder cette vidéo parce que la réalité est la suivante. En 2024, on a eu 1,1 million de créations de nouvelles entreprises. C'est un record historique. On attend les chiffres de 2025, mais il faut bien se rendre compte que ça veut dire que tous les matins, potentiellement, tu te réveilles et que tu as 3000 nouveaux concurrents tous les matins, chaque jour, qui sont prêts à te prendre des parts de marché, prêts à te prendre des clients. Et dans ce 1,1 million de créations d'entreprises, tu as près de 65% d'ouverture de création de micro-entreprises. Ça veut dire que tu as des centaines de milliers de personnes qui ont pris la décision de se lancer dans l'entrepreneuriat, de devenir indépendants, experts, consultants et ainsi de suite, qui sont prêts à te prendre des parts de marché et qui, malgré tout, finissent sous le SMIC. Parce que c'est prouvé, dans le secteur, la majorité frôle à peine le SMIC. Ça veut dire qu'il y a une majorité de personnes qui gagnent moins qu'un SMIC, une fois les charges déduites. C'est-à-dire que la moitié d'entre vous gagnent moins qu'un stagiaire, mais avec le stress de chef d'entreprise. Ceux qui survivent ne sont pas ceux qui travaillent dur ou ceux qui travaillent plus. Je pense que ceux qui survivent ont compris qu'il faut activer des leviers comme le contenu et la psychologie pour asseoir ton autorité et transformer ton effort commercial en résultats concrets. Les chiffres le montrent, si travailler dur suffisait, je pense que beaucoup plus d'entre vous seraient bien au-dessus du SMIC. Est-ce que ça veut pour autant dire que tu dois abandonner? Non, je ne pense pas, parce que sinon je ne serais pas là à te présenter ma situation, à te présenter ce que j'ai mis en place et ce qu'il est possible de faire. Écoute, si t'es pas feignant et que tu es prêt à t'investir, réserve un call, tu as le lien en description, pour qu'on voit ensemble comment est-ce qu'on peut te tirer de là. Je vais analyser ta situation et on va voir comment est-ce qu'on peut briser le plafond de verre qui se trouve au-dessus de ta tête. On poursuit avec l'étape 2. Les approches business dont on a parlé dans l'étape 1 sont des approches qui existent déjà, des approches qui sont connues et qui ont déjà fait leurs preuves, sur lesquelles on peut aller chercher encore plus de résultats, parce que soyons lucides, tout système finit par s'user, jusqu'à ce qu'un élément vienne décupler leur impact. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. La prospection classique demande une énergie folle aujourd'hui pour des résultats en berne, pour la simple et bonne raison que tes prospects sont en état de fatigue cognitive. Ils sont assaillis de messages publicitaires, de mails, de publicités, sans compter l'IA, ce qui a pour conséquence d'augmenter la méfiance et de les fermer. Tes prospects font preuve de fermeture, sont de plus en plus fermés parce que tout le monde passe son temps à vendre quelque chose. La solution, c'est d'utiliser le contenu comme un accélérateur
et de démontrer plutôt que de convaincre. Faut pas se leurrer, toutes les approches contenu classiques qu'on prend du B2C, qu'on prend du e-commerce et qu'on applique au B2B sont du pipeau pour la simple et bonne raison que les cycles de vente sont bien différents. Il faut souvent convaincre plusieurs personnes, il faut souvent pouvoir justifier l'investissement, justifier la décision et les cycles de vente en B2B sont plus longs. Il y a de la négociation, il y a des devis et il y a tout un tas de choses. Donc si on te vend une approche classique du contenu, c'est du pipeau. Je suis pas là pour te dire d'arrêter de prospecter et d'attendre que les clients tombent du ciel, ok? C'est ce que j'ai appliqué à ma personne et je pense que ce serait te mentir. Il y a trop d'incertitudes à essayer de percer tout seul dans tout ce bruit. Tu n'as ni le temps, ni l'énergie et l'idée, ce n'est pas de t'inventer un second métier d'influenceur, de créateur de contenu. L'objectif, c'est d'utiliser le contenu comme un accélérateur et un levier ne fonctionne pas seul. Il faut conjuguer les approches pour augmenter ta puissance de feu. On ne peut pas faire levier sur rien. Donc j'ai synthétisé une méthode tout simplement, qui se base sur la psychologie. Encore une fois, c'est pas une formule magique, c'est très important de le retenir. J'ai synthétisé des éléments qui existent, des éléments qui se basent sur la science, on y reviendra, des éléments qui se basent sur l'expérience, sur l'itération, pour pouvoir justement créer une méthode facile à appliquer et facile à retenir. Donc la méthode des 3 S pour signal, stack et sell, c'est une méthode qui est directement tirée de la spirale de valeur en psychomarketing et l'objectif c'est de baisser la garde étape par étape. Quand on se réfère à ce que tu as sous les yeux, l'idée c'est de pré-influencer, attirer, transformer, engager, tantaliser, vendre et fidéliser. Tantaliser, c'est générer du désir pour quelque chose d'inaccessible, générer un désir fort. Donc ça passe par le fait d'envoyer un signal, de pré-influencer, d'attirer, de transformer, de stack pour engager, tantaliser, et sell, donc vendre et fidéliser, parce que l'objectif évidemment, c'est de construire des collaborations qui tiennent dans le temps, des collaborations qui vont pouvoir vous rémunérer de façon conséquente et sur le long terme. Donc, comment fonctionne le cerveau de ton prospect? On passe pas d'inconnu à client par magie, on doit créer un mouvement psychologique précis. Donc, d'abord, pré-influencer et attirer l'attention, c'est le signal. Ensuite, engager, tantaliser, empiler un ensemble d'assets pour combler toutes les failles qui pourraient mener ton client à te dire non. Pour saturer la confiance, ça c'est le stack. Et enfin, transformer ce désir en revenu, transformer ce désir en revenu récurrent, c'est le sell, ok? Donc les 3 S, c'est l'architecture qui force le parcours mental. On fait baisser la garde du prospect, étape par étape, pas pour l'entuber, mais pour être la personne qui lui apporte ce dont il a besoin, la personne choisie. Donc signal, stack et sell, and do it again, parce qu'il faut fidéliser, donc recommence, signal, stack, sell. Donc d'abord, le signal. Ok. L'objectif principal, c'est de pré-influencer et attirer l'attention là où la résistance est faible, donc être vu et envoyer le bon message. Tes clients, même les plus occupés, sont sur LinkedIn ou Instagram. Ok. On a tous un téléphone, on consomme tous dessus. Même tes clients les plus fortunés, même tes clients les plus occupés ont un téléphone et consomment du contenu. Il faut bien le garder en tête parce que beaucoup de personnes ont tendance à penser que un patron du CAC 40 ne va pas sur Instagram, TikTok. C'est faux. C'est complètement faux. Il faut se rendre compte que ces machines-là, ces saloperies, elles sont bien conçues, ok, pour venir créer de l'addiction et faire en sorte qu'on soit tous clients. Psychologiquement, c'est crucial. Quand ils consultent leur feed, ils sont en mode découverte, leur garde est baissée. Quand ils ouvrent une boîte mail pro, ils sont en mode défense. Tu dois y mettre ton signal là où la résistance est la plus faible. Donc, exploiter le contexte de consommation pour toucher le prospect quand il est en mode découverte sur les réseaux sociaux plutôt qu'en mode défense. Si on peut éviter ça, c'est très bien. L'objectif, c'est de baisser la garde. Tu passes d'un prospect neutre à un prospect attentif. Ok? La méthode, l'objectif, c'est de partir de la douleur du client pour la soulager, offrir un angle de vision nouveau dans ton contenu et un début de solution, casser les problèmes dont vous avez tous les deux conscience, toi et ton client. Ok? Générer du désir, se mettre à la place de la personne qui te consomme, c'est très important pour envoyer les bons signaux. Pose-toi la question de comment est-ce que ton contenu sera consommé. Quand je suis aux toilettes sur mon téléphone et que je vois apparaître un pavé d'une personne qui raconte sa vie, qui parle de choses qui ne me concernent pas, et ainsi de suite. Sur la pause de 14 heures, avec la fourchette dans la bouche, voilà. C'est comme ça que le contenu est consommé, et c'est ce que j'avais en tête quand je créais du contenu à destination de mes clients, à destination des personnes qui seraient prêtes à signer avec moi. Ok? S numéro 2, la stack, être cru, c'est là qu'on va venir créer de la confiance, construire une relation avec son prospect, avec son futur client et client existant, rappelle-toi, do it again. C'est là que tout va se jouer, ok? Donc on va venir stack pour empiler en anglais, parce qu'un prospect ne signe pas simplement parce qu'il t'aime bien, mais parce qu'il a éliminé tous ses doutes, ok? Donc l'objectif, c'est de venir saturer la confiance, très important, du prospect pour éliminer toute raison émotionnelle
ou rationnel de te dire non. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas, ok? Que le client ne soit pas en mesure de justifier pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il ne signe pas avec toi. Donc on va accumuler l'émotionnel, le désir, l'urgence, la curiosité, l'affect, parce qu'évidemment, il faut être apprécié. On signe de bons montants généralement avec les gens qu'on aime bien, ok? On va stack de la preuve, on va passer par la transparence, l'autorité, l'expertise, on va y venir, la transparence maîtrisée, pour générer de la confiance et la présence, parce que si tu es absent, si on ne te voit pas, si on ne te voit pas suffisamment, il n'y a aucune chance qu'on te signe. Donc on va engager, tantaliser pour créer du désir pour l'inaccessible, maîtriser les points de contact, recherche Google, LinkedIn et Instagram. L'objectif, c'est que à chaque fois qu'on entre en contact avec toi d'un point de vue digital, tu puisses délivrer le bon message, délivrer la bonne information, sans y passer 20 heures, mais être au contrôle des informations qui sont disponibles sur toi sur Internet, et surtout passer le message qui va en faveur de ce que toi tu souhaites obtenir et qui pousse ce que tu as mis en place sur ton contenu, qui pousse ton expertise, qui pousse ta crédibilité. Donc être en maîtrise des points de contact. Si je vais sur ton profil LinkedIn, ça ne doit pas être le néant. Si je tape ton nom sur Internet, chaque ligne, chaque résultat que Google doit fournir, ok, doit être en faveur de l'approche que tu mets en place, doit être en faveur de ce gain en plus. Et donc on va empiler des assets pour construire un pont solide, brique par brique, ok, entre toi et ton client. Ok, on passe au S numéro 3, le sell, la conversion. L'objectif principal, on en a déjà parlé, c'est de transformer en revenu, réduire le cycle de vente, très important, et fidéliser. Parce que plus le cycle de vente est long, plus le prospect a du temps, plus le prospect a du temps pour réfléchir et dire non. Je rappelle, on n'est pas là pour l'entuber, on est là simplement parce qu'on a quelque chose de bon et de bien à lui proposer. On est là pour délivrer. Et si le client réfléchit, il te comparera forcément aux autres. Pour la simple et bonne raison qu'une entreprise est soumise à la performance économique. Donc elle ira chercher moins cher, elle ira chercher plus pertinent et ainsi de suite. Et c'est fonction de ce que toi tu auras été amené à mettre en place qu'on va te signer. Ok? Donc les principes psychologiques, c'est sécuriser le passage à l'acte, minimiser le risque perçu que le client pourrait avoir, notamment la peur de se tromper, ok, réduire le risque perçu et maximiser la cohérence, donc la logique du choix. Que le client, peu importe sa position dans l'entreprise, puisse dire oui, oui, j'ai décidé de bosser avec lui et c'est ok, il n'y a aucun souci. Je le rappelle, j'ai mis ces méthodes en place pour moi, méthodes simples, claires, non chronophages, et on m'a imposé à des équipes parce que le client était convaincu qu'il fallait travailler avec moi et avec personne d'autre. Donc on va passer par plusieurs méthodes, on va tuer l'objection dans l'œuf, réduction du risque, parce qu'on en a marre de justifier nos prix, on en a marre d'être en face de personnes qui n'ont pas compris. Donc par exemple, tu vas enregistrer une vidéo courte qui répond aux 3 craintes principales de ton client, aux 3 craintes qui te sont revenues le plus, et tu vas l'envoyer avant le rendez-vous en disant pour gagner du temps, voici comment je gère les points qui inquiètent le plus souvent mes clients. Psychologiquement, tu tues l'objection dans l'œuf et tu te positionnes en leader. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça se recycle. Ça veut dire qu'à chaque rendez-vous, si ta vidéo est bien construite et que tu t'adresses à la même typologie de client, tu peux leur envoyer un asset, un contenu. On l'a dit, signal, stack et sell, on empile des assets et un asset, un contenu peut te servir à chaque rendez-vous. Donc on a parlé de la vidéo que tu peux envoyer à tes clients, mais il y a aussi l'option par défaut, présenter en fait la collaboration, pas comme un choix, mais comme la suite logique des choses. Vous avez vu mon contenu, vous avez été soumis au signal que j'ai envoyé, on a construit de la confiance ensemble, je suis venu boucher toutes les failles qu'il pouvait y avoir et qui pourraient vous amener à dire non, donc la suite logique, c'est qu'on collabore ensemble. Il n'y a pas de choix à faire pour pouvoir poursuivre, il faut signer cela avant jeudi. La réduction de la friction et le pied dans la porte. Ok, si le contrat global fait peur, on va diviser la prestation en 2 morceaux, donc P, ça c'est ta prestation. On va la diviser en 2 morceaux. On va, dans un premier temps, faire un audit, un rendez-vous préalable, un diagnostic, poser les bases. Il y a toujours une phase préliminaire qu'on peut appliquer à son travail, donc on va la faire. On va se faire payer pour cette première partie-là, et automatiquement, il y a un tel poids, un tel effort à établir pour relancer avec un nouveau prestataire, et surtout que le client a déjà engagé de l'argent avec toi, automatiquement, la deuxième prestation fait tout de suite moins peur, et on est déjà dans une démarche de fidélisation, et idéalement, il faut, comment dirais-je, que la prestation 1 soit rattachée à la prestation 2. Ok, donc, signal, stack, sell. On passe à l'étape 3.
L'étape 3, c'est l'approche antifragile. Très important. Ce que j'entends par antifragile, c'est la personne qui ne subit pas son environnement, la personne qui ne se fait pas briser à chaque changement, à chaque fois que le vent souffle, à chaque variation. Donc c'est une personne qui reste flexible et qui fait preuve d'adaptation. Et on va en parler, et c'est un concept, une méthode qu'il va falloir appliquer également à ton contenu. Ok? Quand tu es seul, ta ressource clé, ta ressource principale, c'est ton temps. Parce que tu dois produire, tu dois faire ce pourquoi tu es payé, mais tu dois aussi gérer les factures, gérer la prospection, gérer ton contenu, gérer énormément de choses tout en essayant d'avoir une vie. Donc si ta journée se transforme en gruyère parce que tu as rendez-vous à 9 heures et tu as rendez-vous à 14 heures et que tu as 45 minutes aller, 45 minutes retour, il y a un problème. Ça veut dire qu'en fait, tu n'es pas en mesure de protéger ta zone de performance. On a tous un moment de la journée au cours duquel, si on n'est pas interrompu, si le téléphone est de côté et qu'on focus, qu'on fait le travail qu'il y a à faire, on a de l'output, on a des résultats. Donc c'est simple, ce que j'ai appliqué à ma personne pour passer de 0 à 10, plus de rendez-vous le matin, ok? Je prends rendez-vous systématiquement après le déjeuner. À la limite, au moment du déjeuner, fonction du type d'échange, je prends rendez-vous le midi, je déjeune avec la personne, ou sinon un rendez-vous l'après-midi. Le matin, je protège ma zone de performance. De 7 heures à 13 heures, je ne vois personne, je suis enfermé et je fais le travail qu'il y a à faire. Alors évidemment, vous allez me dire oui, mais si j'ai prestation, oui, mais si mon client n'est pas disponible, etc. Ça doit être la règle. On peut déroger à la règle. Je le rappelle encore, antifragile. Il faut être flexible. Mais si on met en place des règles, c'est pour que 95% du temps, elles soient respectées et que tu puisses justement bénéficier de cette zone de performance pour obtenir de vrais résultats. Dernier élément que tu dois avoir dans l'approche que tu as vis-à-vis de tes compétences et de ce que tu proposes à tes clients. Il faut partir du principe qu'aujourd'hui, l'IA s'apprête à saturer le marché du faire, donc du micro. On a plusieurs niveaux, micro, macro, méta, ok? Si tu veux survivre en tant que freelance 2.0, freelance moderne, tu dois dominer le marché, du comprendre et diriger, ok? Pour venir résoudre des problèmes. Ça veut dire qu'en fait, au-delà du fait que tu sois codeur, tu dois comprendre quels sont les enjeux derrière le code. Au-delà du fait que tu sois très bon en marketing, tu dois comprendre quels sont les enjeux qui sont derrière le marketing. Si tu es photographe, tu dois comprendre pourquoi est-ce que tu fais les photos, quels sont les résultats qui doivent être apportés par ces photos-là, et être en mesure de dire à ton client, non, non, je ne vais pas exécuter ça parce que je pense que ce n'est pas la meilleure approche, je pense que ce n'est pas la meilleure solution, et je pense que ces photos peuvent servir de telle et telle et telle façon, et je peux vous garantir que c'est de cette façon-là que vous obtiendrez du résultat avec des photos. Et c'est valable pour tout un tas de métiers. Sortir du micro, sortir de l'exécution simple qui va être bientôt saturée par l'IA et qui est déjà saturée par les juniors, ok? Donc les petites tâches, les maîtriser parce que c'est la base et ce sont les fondations, mais sortir de ça pour être en mesure de faire comprendre à ton client que tu peux diriger et résoudre ses problèmes. Et bien entendu, ça aussi, il faudra le faire entendre dans ton contenu. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un freelance junior vend son temps et un freelance 2.0 vend son système de pensée. Un freelance moderne qui a compris comment les choses se passent vend son système de pensée, vend son approche, vend une stratégie, vend quelque chose de plus global. Donc concrètement, du point de vue de tes compétences et de ce que tu vas proposer à ton client, voilà comment est-ce que les choses s'articulent. Par 3 niveaux, micro, macro, méta. C'est très simple. Le niveau micro, c'est le niveau qui va se faire remplacer par l'IA et qui se fait déjà remplacer par l'IA d'ailleurs, et les juniors. Les juniors, donc les profils fraîchement arrivés sur le marché, ok? Ce sont des profils techniques, donc des skills durs, qui vont avoir une durée de vie courte. Et aujourd'hui, avec l'IA, on peut même parler de 1 à 2 ans. 3 à 5 ans, ça peut paraître long, ok? C'est l'approche du faire, de l'exécutant. Le niveau macro, on monte un petit peu, c'est l'approche du gestionnaire. Donc c'est la personne qui va gérer des aspects plus globaux. La ressource, la régularité, combien de livrables est-ce qu'il va falloir livrer? Combien de temps est-ce que l'on a encore devant nous? Est-ce qu'on est bien en phase avec les enjeux du client? Sinon, comment est-ce qu'on fait pour réaiguiller, ok? Donc ça va être par exemple de la gestion de projet agile. C'est une compétence stratégique et elle a une durée de vie en moyenne de 5 à 10 ans. Donc quand on monte en niveau de compétence, déjà on s'assure de durer dans le temps et on propose quelque chose de bien mieux à son client parce que on n'est pas juste un exécutant, on devient quelqu'un qui comprend, ok? Et donc quand on comprend et qu'on agit en fonction de ce qu'on a compris, qu'on applique des méthodes, des stratégies, on est en mesure de rajouter des zéros sur un devis. Je poursuis avec les compétences méta. Ce sont des compétences cognitives
comportemental, très important. Ça veut dire que c'est la personne qui va être en mesure de comprendre ce qui se passe derrière. Quelles sont les dynamiques psychologiques, quelles sont les dynamiques économiques, quelles sont les dynamiques de croissance. C'est la personne qui va gérer à la fois les niveaux macro et micro et qui va faire preuve d'agilité. Ça veut dire que elle ne va pas être enfermée dans un seul et même outil. Si je prends mon exemple à moi, l'exemple de la production de contenu, j'ai été amené à collaborer avec des personnes qui travaillaient sur Premiere Pro, avec des personnes qui travaillaient sur DaVinci, avec des personnes qui travaillaient sur Final Cut. J'ai été amené à travailler avec des gens qui étalonnaient, etc. En fait, c'est être en mesure de devenir ce chef d'orchestre qui comprend pourquoi est-ce qu'il fait sonner les choses de cette façon-là. Parce qu'on a besoin que le public ressente telle émotion, parce qu'on a besoin que la campagne redresse la notoriété de l'entreprise. C'est ce niveau de compétence qu'il faut proposer à vos clients pour que vous soyez en mesure de dire: je sais, j'ai des solutions à t'apporter, fais-moi confiance, et que ton client puisse signer sans difficulté et qu'il puisse se dire: ok, je bosse avec un expert, je bosse avec une référence dans le domaine et je peux lui faire confiance et il va apporter des résultats. Mais c'est très important pour ça de délivrer et de tenir ses promesses. Le marketing, le contenu, la psychologie, rien ne sauve un mauvais produit. Tout ce qu'on vous vend, c'est un début de chaîne. Va choper des clients, personal branding, personal... Ok, super. La perception sans délivrer, la perception sans la qualité derrière, la perception sans l'expertise, la perception sans être en mesure de réellement tenir vos promesses, être en mesure de fournir ce que vous apportez, c'est du bullshit, ok? Les gens qui vont vous envoyer au casse-pipe, chercher des clients avec des méthodes qui parfois fonctionnent, mais qui derrière ne vous disent pas qu'il faut délivrer, ne vous expliquent pas comment délivrer, ne vous fournissent pas les systèmes pour délivrer, pour comprendre quels sont les réels enjeux derrière le client. Je vous donne un exemple simple. Satisfaire un client, c'est bien évidemment répondre aux besoins et aux objectifs business. Mais satisfaire un client, c'est aussi répondre aux objectifs de l'individu. Je pense être la première personne qui vous explique ça. Quand vous êtes face à un individu, je prends un exemple simple. Moi, j'ai déjà bossé avec des gens dans des équipes marketing qui venaient d'arriver. Ok. Quand tu viens d'arriver, tu es là, tu es face à une équipe, tu dois faire tes preuves, on doit t'écouter, on doit te filer du budget pour travailler. Et donc, chaque collaboration est un test, devient un test pour la personne qui est ton client. C'est pas la boîte uniquement. Alors la boîte, évidemment, faut qu'elle fasse un bon travail, faut que la campagne rapporte des chiffres, etc. Et c'est très important d'y répondre. Mais la personne que tu as reçue en call, la personne qui a signé le devis, elle est là et elle attend de toi que tu puisses aussi satisfaire ses objectifs. Ça veut dire que quand elle travaille avec toi, son équipe doit être en mesure de se dire: ok, on peut lui faire confiance parce que le projet qui a été mis en place était un projet solide. Ok. Si elle recherche une collaboration avec un effet waouh dont toute la boîte va entendre parler, tu dois le comprendre. Si elle recherche de la clarté sur ses process pour qu'elle puisse être en mesure de rendre des comptes, tu dois le comprendre. Et ça, quand on parle uniquement de perception, de personal branding, etc., on te coupe l'herbe sous le pied et on t'empêche réellement de capitaliser sur ce sur quoi tu investis. Quand tu payes chez quelqu'un qui t'envoie chercher des clients, il doit te donner la suite ou à minima te prévenir sur les enjeux et les risques qui se rattachent derrière. Ok. C'est hyper important. Si vous êtes face à quelqu'un qui prévoit de quitter son taf, par exemple, et que vous n'êtes pas en mesure de le saisir, vous investissez dans une collaboration, vous passez du temps avec quelqu'un qui prévoit de se barrer. Ça aussi, il faut être en mesure d'identifier. Donc, le personal branding ne fait pas tout. C'est un levier, et un levier, c'est conjuguer les approches pour être en mesure de se solidifier et de réellement devenir un freelance 2.0, un freelance moderne. Donc, en conclusion, je pourrais t'expliquer en détail comment être payé plus rapidement, je vais revenir juste ici, comment être payé rapidement, apporter du détail sur l'espionnage de tes concurrents, te parler de l'impact de ton environnement, du biais de perception, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Je vais pas te surcharger. Retiens et applique ça. Et je suis persuadé que tu penseras à moi dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce que tu auras des résultats palpables. Tu auras du temps pour te concentrer sur ce qui compte vraiment, reprendre goût au business et délivrer. Donner de la valeur à tes clients. Et tu vas te dire: mais merde, j'aurais dû commencer hier. Bref, réserve ton call, on se rejoint de l'autre côté. Ciao.